la petite introduction. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être connectés avec nous ce matin. On est ravis de vous accueillir pour parler données personnelles, guerre économique, guerre réglementaire, avec nos 4 experts qui donc seront là pour vous exposer leur point de vue et répondre à vos questions. Cette conférence sera enregistrée. On vous invite donc tous à bien couper vos micros pour que tout se passe bien et les questions seront... on pourra répondre à vos questions à la fin de la conférence. Donc, n'hésitez pas à les poser via le chat. Si vous voulez recevoir la présentation, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On sera aussi ravis de vous la partager. Donc, je vais laisser la place aux orateurs pour qu'ils se présentent rapidement. Rodrigue Germani de chez Systématique Paris Région, Cécile Théard-Jalu de Gaulle Florence et Associés, Éloi Marial Perrochon de chez Atos et Manuel Ortiz de chez Smart Global Governance. Oui, donc bonjour, Rodrigue Germani, je suis coordinateur du Hub Cyber et Sécurité à Systématique Paris Région. Bonjour, je suis Cécile Théard-Jalu, je suis associée au sein du cabinet de Gaulle Florence et Associés. Je suis spécialisée en propriété intellectuelle, technologie, innovation et notamment en santé et mobilité. Et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous, c'est Léo Maillard. Je suis manager au sein de Atos Consulting. Je dirige une équipe spécialisée dans la gestion des risques et la conformité, notamment au RGPD. Je suis juriste, risk manager et spécialisé en intelligence économique. Alors bonjour, Manuel Ortiz, je suis directeur conseil au sein de la société Smart Global Governance. J'ai un parcours à la fois dans l'IT au sein du groupe Airbus et un parcours dans l'univers aussi des cabinets d'avocats. On va pouvoir démarrer la conférence. Merci à tous les participants de bien vouloir couper leur micro. Comme ça, on va pouvoir avoir une qualité d'intervention optimale. Et donc, Rodrigue, vous pouvez démarrer. Oui, donc bonjour, donc Rodrigue Germani, donc je suis coordinateur du Hub Cybersécurité. Donc je vais vous parler rapidement de Systématique avant de faire un petit état des lieux de la compréhension sur la données. Donc alors, Systématique, donc c'est un écosystème qui renferme environ 900 membres. Donc on a environ 600 PME, 150 grands groupes, 140 académiques, 20 investisseurs et des partenaires institutionnels. Donc, lorsqu'on regarde Systématique a été créé, c'est un pôle de compétitivité qui a été créé en 2005. La totalité des projets qui ont été financés et labellisés par le pôle sur cette période 2005-2020, ça représente à peu près 3,2 milliards d'euros pour 625 projets. Depuis 2013, on observe environ 600 millions d'euros de levée de fonds sur nos partenaires et 4 champions qui sont rentrés en bourse. On peut passer à la slide suivante. Alors, Systématique se présente aujourd'hui, bien sûr, comme un écosystème. On peut considérer qu'on est le pôle européen des deep tech, positionné clairement dans le domaine du numérique. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle, bien sûr, de numérique, on parle surtout de données, de services et de données, de services autour de la data, de produits et services autour de la data. Si on prend un peu les chiffres de l'observateur Statista, on voit que les données, la quantité de données qui vont véhiculer dans le monde sur la période 2018-2035 va être multipliée environ par 65. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup la société se digitalise, elle se transforme. De plus en plus de secteurs sont concernés par cette digitalisation. On peut noter les transports, la santé, les industries, avec les BIM, la partie quantique, l'IA, la cyber. Donc, alors, sur ces secteurs du numérique aujourd'hui, donc on peut, au niveau mondial, on identifie 3 gros blocs au niveau mondial. Bien sûr, on a d'un côté les GAFA, on a de l'autre côté les BATX, et entre les deux, l'Europe qui essaie de survivre. Sur la partie GAFA, le chiffre d'affaires cumulé des 4 plus grandes entreprises américaines dans le domaine du numérique tourne autour de 600 milliards d'euros aujourd'hui. Un positionnement qui est plutôt sur la partie software, des acteurs qui sont globaux, qui ont une couverture de services et de produits à l'ensemble de la planète, alors qu'au niveau des BATX, qui sont plutôt sur un marché qui est plutôt sinophone, un marché en Chine particulièrement, avec
110 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé sur les 4 plus gros acteurs qui sont les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Donc, et un positionnement qui est un peu différencié, qui est plutôt aujourd'hui, bon, bien sûr qu'il y a pas mal de choses qui se font dans le domaine du software, mais un positionnement qui est très affirmé sur la partie hardware. Alors, lorsqu'on regarde tout ça, on se rend compte que l'Europe au milieu, quand même, avec des acteurs qui sont, même si on a quand même quelques acteurs majeurs, mais on n'a pas des acteurs qui sont aussi positionnés comme les Google, Amazon et Facebook au niveau international. La crise Covid nous a quand même renseigné sur notre niveau de dépendance par rapport à ces structures américaines et ces structures qui sont hors Europe. Alors, l'Europe, bien sûr, ne reste pas sans rien faire, hein, donc l'Europe essaie de mettre en place pas mal d'accélérer le développement de ces structures avec un plan d'investissement très fort, avec le plan de relance qui arrive prochainement. Donc 150 milliards d'euros qui sont identifiés pour arriver dans le domaine du numérique au niveau européen et en France 7 milliards d'euros. Alors, les États-Unis restent quand même assez majoritaires dans le domaine de la recherche, puisque si on regarde les 20 premières entreprises dans le domaine du cloud qui ont investi environ 53 milliards d'euros sur la période, le premier semestre 2018, plus de 70% de ces entreprises-là sont des entreprises américaines. Et pour ne pas dire, c'est les GAFA plus Microsoft. On peut changer de slide. Alors, lorsqu'on parle du numérique de manière générale aujourd'hui, on a tendance à utiliser un système qui permet de mesurer d'une certaine manière la capacité de résilience qu'un système numérique pourrait avoir. Donc, on parle souvent de DIC. Alors, qu'est-ce que le DIC? Donc, on va dire déjà avoir de la disponibilité au service qu'on veut accéder. Donc, la disponibilité au service est représentée par le D. Après, l'intégrité. Donc, toutes les données qu'on veut utiliser sur le système, ce sont des données qui doivent être intègres, qui ne doivent pas être falsifiées pour être certain qu'on est en capacité de maîtriser les échanges qu'on va réaliser. Sur la partie confidentialité, s'assurer aussi que les données ne sont pas modifiées et les personnes qui ont accès à ces données-là, ce sont des personnes qui sont autorisées à ces accès. Et de plus en plus, on rajoute un peu un concept qui est la traçabilité. Alors, si on fait un parallèle avec le monde physique qu'on a connu et qu'on connaît, qui est le monde dans lequel on vit, on peut dire que ce monde-là a été chamboulé depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle parce qu'il n'y avait pas de système qui permettait justement des échanges entre les peuples de manière efficace, puisque chacun avait inventé son propre système de métrique. On était plutôt dans des systèmes anthropomorphiques qui étaient basés sur les caractéristiques humaines, les longueurs de pied, de droit, de coude, etc. Et on a dû harmoniser un peu tous ces systèmes-là au XVIIIe siècle avec la mise en place du Bureau international de métrologie, de poids et mesure au XIXe siècle, qui a permis justement de normaliser un peu tout cela et faire en sorte qu'on arrive à utiliser des unités qui soient partagées à l'échelle de la planète et qui permettent justement de travailler en toute confiance. Puisque bon, quand vous vendez un kilo de quelque chose n'importe où dans le monde, on peut s'assurer que c'est vraiment cette valeur-là qu'on a en main. Alors, dans le domaine du numérique aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce système-là, on est quand même dans des systèmes où d'une certaine manière, ça s'est développé assez rapidement et beaucoup d'entreprises, beaucoup de structures ont plus ou moins essayé de conserver leur avantage en développant des spécificités, des normes, des standards. Et là, aujourd'hui, on est dans la complexité d'interopérer tous ces standards, tous ces différents concepts. Et ça crée des fortes problématiques au niveau du système numérique. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça comme problème, mais la cyber aujourd'hui, je pense que dans le domaine du numérique, il y a besoin de rajouter tout un ensemble d'indicateurs qui sont des indicateurs indiscutables qui permettraient justement à ce monde de se rassurer, de travailler en toute confiance. Donc lorsqu'on voit l'augmentation des cyberattaques dans le monde, lorsqu'on voit l'ouverture des surfaces d'attaque des entreprises par l'ajout des IoT, on s'interroge énormément à cette capacité de résilience de nos systèmes. Et il y a vraiment un gros effort à faire sur cette partie que je dirais autour de la traçabilité et autour des métriques qui permettent de qualifier ces systèmes. On peut passer au slide suivant.
Alors, au niveau des enjeux, donc bien sûr, il y a plusieurs enjeux aujourd'hui dans le domaine, dans le domaine du numérique. Et lorsqu'on parle de data, il y a plusieurs enjeux. Donc, il y a des enjeux qui sont de nature technologique. Alors, bien sûr, beaucoup d'organisations dans ce monde et beaucoup de structures essaient d'apporter des réponses par rapport à ces enjeux-là. Et en Europe, il y a plusieurs acteurs qui se positionnent sur les enjeux des deep tech, en particulier systématiques, qui travaillent qui essaie de recouper dans son écosystème tout un ensemble d'entreprises qui ont des spécificités particulières sur des deep tech. Par exemple, on va trouver l'intelligence artificielle, data science et l'IA. On va trouver tout ce qui est autour de la cybersécurité, la modélisation, la simulation, le calcul de performance, tout ce qui est autour de l'optique, de la photonique, technologie autour du laser. On va trouver tout ce qui est autour des télécoms, infrastructures numériques et cloud, et aussi la partie open source. Et de manière transversale, on couvre aussi toutes les technologies qui sont sur la partie gestion intelligente des énergies, la partie transport et mobilité, ainsi que la Smart City. Mais on a un deuxième niveau de marché qui se situe plutôt au niveau des food tech, au niveau de la santé et de l'agriculture, un troisième niveau autour de les industries et services, systèmes d'information, industrie 4.0. Donc tous ces enjeux-là sont bien pris en compte. Travailler ces enjeux-là, ça devient quand même des prérogatives très importantes pour l'Europe. Et sur le plateau de Saclay, s'organise aujourd'hui justement pour apporter un certain nombre de réponses par rapport à ces problématiques de retard que l'Europe prend vis-à-vis des États-Unis et de la Chine, en favorisant l'émergence de projets très collaboratifs, de très haute valeur scientifique. Tout se passe sur le plateau de Saclay, bien sûr, et systématique est positionné sur ces sujets-là. Il y a des enjeux autour de la compétence, donc on peut rappeler quand même que Paris-Saclay se positionne aussi, et en particulier sur plusieurs domaines. On est quand même sur on va dire, le dernier classement de Shanghai dans 25 disciplines. La France reste dans le top 100 et beaucoup de ces structures académiques sont sur le plateau de Saclay. Et le plateau de Saclay contient aussi la première place sur la partie, on va dire, mathématiques. Donc, il y a vraiment un enjeu très fort au niveau des compétences. Pourquoi? Parce que les entreprises ont besoin alors, les technologies avancent très rapidement, les ressources ont besoin de voir leurs compétences évoluer très rapidement, et les académiques aussi ont ce besoin d'être très, très agiles pour proposer des formations qui sont en parfaite connexion avec les attentes des industriels. Alors, pour répondre à cette problématique aussi, Systématique a anticipé et a voulu mettre en place la Deep Tech Academy, justement, qui pourrait participer à la mise en place de structures de formation en phase avec les académiques pour justement répondre aux besoins des industriels. Alors, sur la partie souveraineté, on entend beaucoup parler de souveraineté, donc il y a un gros enjeu autour de la souveraineté aujourd'hui. C'est vrai que l'Europe, on peut dire que c'est un peu la colonie des États-Unis par rapport en matière de données, et on voit bien que notre indépendance sur ce secteur-là est très fort, et notre dépendance est très forte par rapport aux structures américaines, et la RGPD qui pourrait d'une certaine manière permettre de garantir l'utilisation des données de manière juridiquement acceptable dans l'Union européenne. C'est pas forcément la seule réponse qu'il faudrait apporter, mais il faudrait surtout s'interroger quand on parle d'enjeux de souveraineté sur comment l'Europe pourra être maître de son destin. Et l'une des préoccupations premières, ce sera sur la hauteur des investissements, l'accompagnement des entreprises, la diversification des business models, la prise en compte de nouveaux business models pour que les entreprises se déploient très rapidement. C'est vraiment des enjeux qui sont très forts dans le domaine du numérique. Après, les enjeux autour économiques, on voit avec la crise du Covid, typiquement cette conférence, on l'a fait sous Teams, on doit beaucoup s'interroger sur notre indépendance, ne serait-ce que par rapport aux outils. Dans un monde hyper connecté, on a besoin d'avoir des solutions européennes et des solutions françaises fortes qui permettent justement à nos entreprises dans l'Union européenne d'être autonomes par rapport à ces données. Donc, on continue à alimenter les Américains en données. Donc, ça leur donne de l'avantage stratégique parce que qui dit données dit capacité à entraîner des algorithmes sur des données, capacité à travailler sur des services intelligents dans le domaine de la télémédecine, dans le domaine de tout ce qui est l'intelligence artificielle.
Donc, c'est vraiment un sujet qui doit être très, très préoccupant pour l'État et pour l'Europe. Alors, la mise en place, bien sûr, de cette nouvelle réglementation peut être aujourd'hui, lorsqu'on parle de RGPD, souvent, dans l'expérience que je vois en tant que DPO au niveau du pôle, on se rend compte qu'il y a une forte résistance, quelquefois, de la part de l'organisation pour cette mise en place, mais d'une certaine manière, quand j'échange avec les autres DPO, on voit aussi que c'est aussi ce qu'on observe d'une certaine manière, il y a cette résistance-là. Mais le message qu'il faudrait passer peut-être aux équipes, c'est de dire que la nouvelle réglementation, c'est une chance pour les organisations de se mettre à jour et d'avoir des systèmes en interne qui sont performants, qui permettent de travailler rapidement, efficacement, qui permettent de communiquer avec simplicité et de pouvoir tracer de manière rapide l'utilisation des données. De pouvoir tester aussi tout ce qui est violation, tout ce qui est protection de la propriété intellectuelle. Il y a tout un ensemble de choses qui apparaissent avec cette nouvelle réglementation qui devrait apporter plus de la force et on devrait plutôt être content au niveau européen d'avoir cette réglementation, même si les autres pays du monde font aussi face à cette nouvelle réglementation, développent aussi leur propre réglementation. Je pense que Cécile va nous parler de manière plus détaillée sur le volet juridique. Alors aussi sur la partie cyber, donc ce qu'on voit aussi, qui n'est pas tout à fait lié à la RGPD, mais depuis plusieurs années, on voit quand même qu'une augmentation très forte des cyberattaques, la surface d'attaque des entreprises se voit augmenter, que ce soit au niveau des industries, que ce soit au niveau sur la partie objets connectés, on a plus d'objets qui sont connectés au système, de plus en plus de portes d'entrée pour les attaquants, donc les systèmes qui sont de plus en plus virulents et l'ANSSI a observé sur les dernières années une augmentation assez importante des cyberattaques, des cybermalveillances. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Cécile qui va nous donner un état des lieux beaucoup plus détaillé de ce qui se fait en matière de réglementation. Oui, merci Rodrigue. Bonjour à tous et bonjour aux nouveaux venus, parce que je vois les gens continuer d'arriver. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la donnée personnelle. Il y a un texte majeur, le RGPD, qui nous occupe tous beaucoup. Mais le RGPD est un texte parmi d'autres dans le cadre numérique, de l'activité numérique de l'Union européenne. Et donc, vous voyez sur cette première slide ce panorama. Alors, ce ne sont que des exemples de textes, parce qu'on ne peut pas tout mettre tellement le volume est important et la production de documents est importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous nous situons dans une démarche de marché unique numérique qui a démarré de manière importante en 2015 et qui se poursuit aujourd'hui avec des principes qui en fait sous-tendent toute la démarche numérique de l'Europe, quel que soit le sujet, données personnelles ou données non personnelles, cybersécurité, e-commerce, etc. Et donc ce marché unique numérique, depuis 2015, il est fondé sur des principes que sont la libre circulation des données dans l'intérêt de tous, la protection des données et d'une libre concurrence, d'une concurrence loyale au sein de l'Europe et pour se renforcer vis-à-vis des acteurs externes, des règles concernant l'accès aux données, d'utilisation équitable. Et évidemment, la cybersécurité qui est au cœur et qui a donné lieu à une ribambelle d'actions et de textes. On le verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ce marché unique numérique, aujourd'hui, fait place maintenant à ce qu'on appelle le Digital Europe Programme, qui, vous voyez, se situe sur la période 2021-2027, qui reprend les grands principes tout en les renforçant et en tenant compte de sujets majeurs pour la souveraineté numérique de l'Europe. L'intelligence artificielle, les supercalculateurs, la cybersécurité toujours, les capacités digitales et l'usage étendu. Et tout ça va fonctionner sous forme de réseau, c'est-à-dire qu'on a les textes, on a les réseaux, on a le financement européen qui porte l'initiative. Pour ce nouveau programme, 8,2 milliards d'euros vont être dégagés par les autorités européennes.
Et donc, on voit bien que l'objectif, qui est le même depuis toujours, mais qui s'adapte, c'est d'améliorer la compétitivité de l'Europe dans l'univers numérique mondial et d'atteindre cette souveraineté numérique, cette souveraineté technologique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, on a un univers qui est centré sur la personne, quel que soit le texte, d'ailleurs, quel que soit le sujet au sein de l'univers numérique, centré sur la personne, sur ses droits, sur la protection de ses données et de ses libertés. On veut renforcer la capacité des acteurs à servir cet usager, la capacité technique et la capacité opérationnelle, le tout dans un univers loyal et de concurrence saine, en fait. Donc, on a toujours ces trois piliers qui se déclinent en fonction du sujet. Vous voyez sur votre droite quelques exemples d'outils juridiques existants. Bien sûr, le RGPD, on va revenir dessus tout à l'heure un peu plus en détail, et les constats qu'on peut d'ores et déjà faire après plusieurs années là, de mise en œuvre. Il y a un texte qui est beaucoup plus court, mais qui est important, c'est celui du Free Flow of Data, mais non-personal data, puisqu'il interagit avec le RGPD, RGPD données personnelles. Free Flow of Data, ce sont sur les données non personnelles. Et la volonté est vraiment de décloisonner, en fait, au sein de l'Europe, et d'enlever les barrières possibles au libre accès et à la libre circulation des données, un renforcement du cloud et des droits des autorités pour contrôler, y compris les données qui sont logées dans le cloud, et un renforcement du droit à la portabilité des données et au changement de prestataire si c'est la décision de l'utilisateur. Alors, on a tout le volet cyber, qui est majeur, la directive NIS de 2016 qui a été transposée dans les différents États membres. En France, ça a été le cas en 2018 avec différents documents. Elle est de nouveau, elle est déjà sur l'établi pour une refonte et pour une révision, cette directive Nice, alors qu'elle est relativement récente, parce que le marché évolue tellement vite que l'Europe souhaite regarder de plus près les sujets essentiels et réviser la directive en conséquence. Il y a une consultation qui vient de se terminer le 8 septembre. Au-delà de cette directive Nice, et qui doit faire avec aussi les réglementations nationales, par exemple en France, on a l'univers des services essentiels qui découlent de cette directive, mais aussi on a l'univers des opérateurs d'importance vitale qui découlent d'une loi de programmation militaire. Voilà, donc chaque pays a ses spécificités. Le grand ensemble qui donne le ton, c'est ce qu'on appelle le paquet cyber, dont l'objet est l'autonomie stratégique de l'Union européenne et qui est composé d'un certain nombre de textes, d'initiatives, un règlement, le Cyber Act, qui renforce les pouvoirs d'une autorité européenne dont la tâche est consacrée à la cybersécurité, c'est l'ENISA, et ce règlement cyber qui a posé les règles d'une certification en fait des schémas de cybersécurité. Ça, c'est très important parce que la certification pour la cyber, pour le RGPD, on verra tout à l'heure, c'est ce qui permettra en fait c'est la prochaine étape de cet univers du numérique en Europe, et ça viendra du marché, ça viendra des acteurs ou à d'autres initiatives, réseaux, centres de compétences, et c'est toute une mosaïque de règles. On vient de faire entrer en vigueur le règlement Platform to Business, c'est plutôt consacré au e-commerce, mais à travers tout ça, on a la notion de données personnelles qui percole, je dirais. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et dans les choses à venir, voilà, je vous ai mis là 3 exemples, il y en a d'autres. Vous avez le Digital Service Act qui va renforcer les obligations des moteurs de recherche et des grands acteurs de plateformes en ligne, et les droits des usagers et la libre concurrence. On a le règlement e-privacy qui, je dirais, n'en finit plus de vouloir éclore, et pour des raisons notamment beaucoup de lobby, et puis pour tous les enjeux économiques qu'il représente, pour l'instant n'a pas été adopté. On appelle ce texte l'ex spécialis, et par rapport au RGPD qui est l'ex généralis, c'est-à-dire qui vient compléter le RGPD mais en matière de communication électronique. Et il y a quelques grandes notions avec ce règlement e-privacy, et notamment
les règles qui entourent les cookies. Ce qu'il faut retenir, entre autres, hein, c'est le fait que le consentement ne peut pas être implicite. Et on ne peut obliger implicitement un usager à accepter les cookies, d'où d'ailleurs la réglementation et les recommandations de la CNIL là, qui ne sont pas encore entérinées du fait de la crise sanitaire, mais qui vont bientôt l'être. Donc c'est un changement assez profond des usages en matière de cookies. Et puis, vous avez des actions sectorielles dans un certain nombre de secteurs. J'en ai mis 2 exemples. Dans la santé, dans la mobilité, à chaque fois, ça a son propre univers, mais la donnée personnelle est toujours en fil rouge pour être protégée et avec un lien qui est fait vers le RGPD. L'Europe est très mobilisée, on peut dire ça d'une manière générale, sur le numérique, avec les moyens qu'elle se donne, je dirais, et puis l'univers très concurrentiel global qui existe aujourd'hui. Si on passe à la slide suivante, voilà, on vient dans le cœur du sujet, donc le RGPD, entrée en vigueur obligatoire mai 2018, donc on a un peu de recul maintenant. Ce qu'on observe, c'est qu'il oscille entre fragmentation et harmonisation. Un règlement européen était censé être le même pour tous, c'était la leçon tirée de l'ancienne directive qui avait connu des mises en place contradictoires en fonction des pays. Ce RGPD, en fait, il a des zones de dérogation en son sein parce qu'on n'arrivait pas à l'adopter, en fait, et c'est la solution qui a fini par être trouvée. Donc, on a un texte commun qui s'applique à tous, mais les États membres peuvent ajouter des conditions, conserver des formalités qui ont normalement été supprimées avec le RGPD. Et donc, ça veut dire que quand on mène des projets en Europe, il faut aller voir, malgré la nature de règlement de ce texte, il faut aller voir dans chaque pays cible du projet quelle est la réglementation applicable localement. En France, par exemple, vous êtes un certain nombre à le savoir, il y a encore des reliquats de formalités dans un certain nombre sur un certain nombre de sujets, par exemple la recherche en matière de santé ou plus globalement le traitement des données personnelles de santé. Et puis on peut voir une fragmentation possible aussi dans la nature et le montant des sanctions qui ont été déjà prononcées. On a de fortes sanctions, alors en fonction évidemment du sujet et du problème. Ça peut aller jusqu'à 50 millions avec la CNIL contre Google. Et puis, au Portugal, une sanction de 400 000 € contre un hôpital. Et enfin, je dirais pourtant, il y avait un vrai enjeu de sécurité des données des patients. Donc voilà, il y a une nécessaire harmonisation, mais qui va se faire au fur et à mesure des sanctions et des pratiques et des réactions des autorités de contrôle à l'égard des acteurs. Donc cette harmonisation, elle passera par une coopération entre les autorités. On a aujourd'hui un comité, l'ex-G29, hein, aujourd'hui EDPB, qui a la personnalité juridique, donc qui est plus puissant. Il y a un mécanisme de guichet unique et d'assistance mutuelle. Et puis, il y aura des guidelines au fur et à mesure. Le DPB, on a déjà émis une dizaine. Et on va vers un système d'enquête commune et de pratiques harmonisées, mais ça va prendre un certain temps, avec une sorte quand même de compétition qu'on peut noter pour l'heure, en fait, sur les procédures. Et voilà, je sais qu'il y a une forme de tension entre les autorités, enfin, en tout cas, c'est ce que dit la presse, c'est à prendre avec des pincettes, entre l'autorité irlandaise dans les dossiers divers Facebook et puis d'autres autorités. Mais ça va s'harmoniser au fur et à mesure. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Alors, la guerre des données passe évidemment par une analyse internationale. Pour bien comprendre le mécanisme, quand on transfère des données hors Union européenne, le principe, c'est l'interdiction, sauf s'il y en a un certain nombre de garde-fous. Le premier garde-fou possible, c'est la signature avec le pays de destination d'un accord dit de niveau adéquat, de reconnaissance de niveau de protection adéquat, accordé par l'Europe aux 10 pays. Et on en avait une dizaine de ce type dans le monde. Vous voyez le Japon qui est entré dans le cercle en 2019, d'autres sont beaucoup plus anciens, Nouvelle-Zélande, Canada, Israël et en Argentine. Il y avait les États-Unis qui a son histoire dans le cadre du RGPD, enfin, dans le cadre des traitements de données personnelles, avec le Safe Harbor qui a été annulé, puis le Privacy Shield qui vient d'être annulé
dans la décision Schrems 2 du mois de juillet dernier, qui a fait grand bruit, qui provoque de l'insécurité juridique, on peut pas le nier. Pour l'instant, la position n'est pas fermement clarifiée. Donc, en tant que conseil, je peux vous dire que sur le terrain, je ne recommande plus les clauses contractuelles type, ou en tout cas pas dans leur principe en fait en tant que tel. Il faut mettre des garde-fous pour s'assurer que le pays destination, en plus des clauses contractuelles type, va accueillir en fait favorablement le RGPD, même si son droit local n'est pas fondé sur le RGPD, et va permettre l'exécution réelle de ces clauses contractuelles type. Et ça, cette obligation repose à la fois sur l'exportateur et sur l'importateur. Et plus globalement, on se pose la question des BCR, on se pose la question de toutes les bases légales possibles pour le transfert hors UE. Donc ça, c'est l'adéquation. Sinon, il faut si vous ne faites pas partie des pays adéquats, eh bien, il faut mettre en place d'autres garanties. On parlait des clauses contractuelles type. Des clients essayent en fait d'utiliser le consentement. Il faut garder le consentement comme une exception, comme dans le cadre d'un transfert ad hoc. Et ça n'est pas la panacée, ça n'est pas la voie de sortie pour échapper à l'insécurité juridique, bien au contraire. Alors ça, c'est ce dont je viens de vous parler. Sur les mécanismes de certification, vous voyez ce bullet point là, presque en dernier. J'insiste là-dessus en particulier parce que je pense que ça va faire partie des outils d'avenir, ça va venir du terrain, ça va être homologué par l'Europe, et c'est prévu par le RGPD. Seulement le marché n'était pas encore mature en fait pour arriver aujourd'hui à cette certification. Là, ça évolue, et en tant qu'acteur du RGPD et de la donnée personnelle, qu'il s'agisse d'usagers, qu'il s'agisse d'autorités, qu'il s'agisse de conseils ou de prestataires plus globalement, la certification va se renforcer et va finir par être au cœur, je pense, des pratiques. On verra avec l'exposé de Manuel. Sur le Privacy Shield, pourquoi ça a été annulé? Parce qu'il y avait une lutte droit européen, droit américain, et notamment avec le Cloud Act. Et en droit américain, il est possible, dans certaines conditions, d'accéder à des données qui sont détenues par des opérateurs, par exemple de cloud, même en Europe, et de rapatrier ces données sur le sol américain. Et voilà, c'est la raison de la décision Schrems 2, ou les raisons de la décision Schrems 2 tournent beaucoup autour de cette lutte réglementaire, en fait, qui a fait que ça n'a pas pu continuer, on n'a pas pu garder plus longtemps le Privacy Shield. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on se retrouve avec une tension forte entre des autorités vis-à-vis de Facebook, par exemple, et l'autorité irlandaise qui dit à Facebook c'est pas possible, je vais bientôt vous dire que vous pouvez plus transférer les données aux États-Unis parce que Schrems 2 est passé par là, et Facebook qui répond si c'est comme ça, je pourrais plus du tout rendre mes services aux utilisateurs européens, je ferme la porte. Voilà. Donc on voit bien une tension économique, une tension de terrain qui va, je dirais, au-delà des décisions juridiques, et on va devoir attendre un certain temps pour que ça se décante, sachant qu'il y a un nouvel accord Privacy Shield qui est en négociation, mais les élections américaines sont en cours, et la crise sanitaire est toujours là, et ça ralentit fortement les négociations sur ce nouvel accord potentiel entre Union européenne et États-Unis.